Bienvenue dans le Culture Mag, le journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Nous avons aujourd'hui un invité spécial, le philosophe et essayiste Pascal Bruckner. Bonjour Pascal, merci d'être là. Avec vous, nous aborderons des thématiques qui vous sont chères. L'obsession alimentaire. Pourquoi les sociétés bien portantes craignent-elles à ce point le mal manger? Nous verrons ensemble le portrait d'une cantatrice israélienne arabe, Einas Massalcha. Les femmes, Pascal Bruckner, ont-elles tous les pouvoirs? Et puis dans cette mission spéciale, nous parlerons crayon contre iPad, écologie contre hystérie. Bref, votre regard sur le monde moderne, Pascal Bruckner, nous est nécessaire. Merci de votre fidélité à i24 News et merci à vous, Pascal, d'être sur ce plateau. Alors, je vais essayer de dresser votre portrait en quelques mots, c'est assez difficile. Vous êtes issu d'une famille protestante, culture autrichienne. Vous avez fait vos études chez les Jésuites. Le grand public vous connaît pour vos livres, vos éditoriaux, vos essais. Pour les nouveaux philosophes dans les années 70, pour l'action contre la faim dans les années 80. Vous vous êtes engagé contre la guerre en Irak, pour Sarkozy, contre l'écologie radicale, vous pointez le masochisme européen, vous désespérez de la contrition de l'homme blanc, du pouvoir des femmes, de l'islamophobie ou des sans-abri. Bref, vous êtes en Israël pour parler laïcité et identité. Tout vous touche, Pascal Bruckner. Est-ce que ce n'est pas le propre d'un philosophe? Non, tout ne me touche pas. J'ai des sujets de prédilection et en fait, je m'aperçois que j'ai quelques obsessions qui reviennent inlassablement et qui se posent sur d'autres sujets, mais en réalité, je ne parle que de la même chose depuis le début. L'un de vos grands sujets, c'est la peur, ou plutôt le triomphe de la peur dans les sociétés modernes. Est-ce que ce n'est pas humain d'avoir peur ? Alors, c'est tout à fait humain d'avoir peur. Ce qui est dangereux, c'est de promouvoir la peur en instrument de raison. Et lorsque l'on était petit, on était élevé pour devenir adulte, on était éduqué pour maîtriser nos craintes. Aujourd'hui, on dit aux gens, il faut avoir peur, vous n'avez jamais assez peur, et réjouissez-vous d'avoir peur, car c'est le début de la sagesse. Et je pense que c'est l'inverse. La peur nous conduit directement à la servitude. Je vous propose, à propos de peur, de parler de peur alimentaire. Je vous propose de regarder ce sujet de David Gombin, Bien manger pour bien vivre, avec des jus. Concombre, brocoli, épinards, tout se met en jus pour se sentir au top de la forme. Babaji vient d'ouvrir son deuxième bar à Los Angeles. De nouveaux bars à jus ouvrent partout, c'est bien. S'il existe des milliers de Starbucks, pourquoi pas des milliers de bars à jus? Les mélanges sont parfois improbables. Choux, gingembre, betterave ou encore carottes et lait de coco. Les clients adorent. J'ai pris le King Kale avec de l'eau de coco, de la pomme, du chou, des noix du Brésil et du sirop d'agave. C'est excellent. Une habitude parfois poussée à l'extrême, à l'image de Kia Miller. 2 fois par an, elle fait une diète composée exclusivement de jus pendant une semaine. C'est une désintoxication, cela sert à rajeunir votre système, se nettoyer de l'intérieur. Une diète à prendre toutefois avec précaution. C'est un peu extrême, et pour la majorité des gens, il n'est pas nécessaire d'exclure la nourriture. Pourquoi ne pas commencer par un régime équilibré? Concombre, gingembre, est-ce vraiment là le secret de la santé éternelle? Pascal Bruckner, les régimes sans gluten, on vient de voir le sujet, les jus de fruits pour vivre mieux, plus longtemps. Qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession alimentaire? Ce qui se cache, ce sont les pathologies de l'abondance, c'est-à-dire que juste après la guerre, comme nos parents et nos grands-parents avaient manqué de tout, ils se sont rués sur la quantité, donc il fallait manger tout le temps de la viande, et des pommes de terre, des choses lourdes et grasses en abondance. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on le voit dans votre reportage, le souci de la santé a complètement supplanté le souci du goût. C'est-à-dire, peu importe que ce soit bon ou mauvais, du moment que ce soit sain et que ça me fasse du bien et que ça me permette de... Mais c'est pas normal de vouloir aller bien, de vouloir revivre longtemps? Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir aller bien en détruisant la principale source de plaisir, qui est quand même l'alimentation. Et donc la table n'est plus du tout l'hôtel des succulences, c'est devenu un comptoir de pharmacie. Et je connais à Paris des bars
notamment dans mon quartier, où on sert du jus d'herbe. C'est de l'herbe pressée en jus, c'est infect. Les gens avalent ça avec le sentiment d'avoir avalé la Sainte Communion. Ils se disent, ça y est, je suis régénéré. La réalité, c'est qu'ils sont aussi malades en mangeant ça que n'importe quelle cochonnerie du supermarché. Donc c'est toute une éducation alimentaire qu'il faut refaire sur les jeunes générations, en écartant cette obsession du régime qui, pour certains, est devenu un mode de vie. Il y a des gens qui sont au régime de la naissance à la mort. Et ils mourront de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc pourquoi ne pas profiter des nourritures terrestres dans toute leur diversité ? Un autre sujet qui vous tient à cœur, ce sont les femmes. Enfin, je sais que vous les aimez, mais les relations hommes-femmes plutôt. Si on prend par exemple votre livre « Mon petit mari », c'est l'histoire d'un mari qui réduit. Est-ce qu'il faut voir quelque chose derrière ça? Est-ce qu'il faut voir l'idée, selon vous, selon laquelle les femmes prendraient de plus en plus de pouvoir? Alors, les femmes prennent du pouvoir. C'est vrai qu'elles deviennent de plus en plus visibles dans l'espace public. Et il y a certaines professions, elles sont aujourd'hui majoritaires. Mais le fait que les femmes aient du pouvoir peut effectivement effrayer certains hommes. Je trouve que c'est une juste redistribution des rôles. Mais la réalité plus profonde derrière cette montée en puissance des femmes, c'est le désir. Si on regarde les chiffres quand même, en termes de parité, d'égalité, de droits dans le monde, on est encore, enfin quand je dis nous, les femmes, sommes encore très très loin. Oui, vous êtes encore très loin. C'est vrai que notamment au niveau du salaire, il n'y a pas d'égalité. Mais en tout cas, il y a une tendance qui paraît irréversible dans les pays démocratiques. Pour les autres, c'est un problème différent. Mais derrière cette égalisation progressive des conditions, il y a un même désarroi qui touche les hommes et les femmes, notamment dans les relations affectives, dans les relations amoureuses, parce qu'au fond, le patriarcat, c'était une distribution des rôles très stricte qui maintenait la paix entre le sexe dit fort et le sexe dit faible. Aujourd'hui, ces schémas ont éclaté et les hommes et les femmes sont également désorientés. Pendant que vous parliez, on regardait les images d'un film qui va sortir de Riyad Sattouf qui s'appelle Jackie au royaume des filles, où c'est les hommes qui sont voilés et les femmes qui ne le sont pas. Et on a également vu La source des femmes et puis Bandidas. Vous avez pointé ce désarroi amoureux dans deux de vos essais. Le paradoxe amoureux et le mariage a-t-il échoué? C'était publié chez Grasset en 2013. On ne croit plus à l'amour, Pascal Bruckner? Si, on n'a jamais autant cru à l'amour qu'aujourd'hui, mais d'une façon qui est parfois excessive. C'est-à-dire qu'au moment de se mettre en couple, les hommes et les femmes ont de telles exigences et de telles espérances de la part de leur partenaire que très souvent, le partenaire en question échoue à remplir ces conditions qui sont draconiennes. Il faut que l'homme soit un amant parfait, qu'il ramène de l'argent, qu'il soit un bon père, qu'il soit socialement valorisé. La même chose pour la femme, qui maintenant, à tous ses attributs traditionnels, doit ajouter effectivement une expertise amoureuse et érotique, là aussi hors pair. Et donc, nos couples meurent d'attendre trop de l'amour. Et il y avait peut-être une sagesse dans la tradition qu'il faudrait interroger, où les gens étaient mariés par la famille, et puis finalement ils s'appréciaient petit à petit. Alors je sais qu'on ne reviendra jamais à cette condition-là, mais en tout cas, notre croyance excessive dans les pouvoirs de l'amour fait que nous échouons très souvent à aimer l'autre. Je vous propose de voir le portrait d'une femme particulière, Pascal Bruckner. Elle s'appelle Enas Masalha, elle est cantatrice israélienne, arabe. C'est son portrait, il est signé Gaby Tartakovsky avec Sandy Fortis. Dans son dernier spectacle, Prayer and Song, Enas Masalha alterne aria de Verdi et de Mendelssohn avec prières juives et chrétiennes. Avec sa voix de soprano faisant écho dans plusieurs langues, la chanteuse d'opéra cherche à toucher un maximum de monde. C'était une sorte d'idée internationale de ce qu'est la prière, de prendre cette prière et de la sortir du contexte religieux. Son rêve d'enfant était de jouer de la harpe. On lui conseilla à la place de prendre des cours de chant. C'est comme ça qu'elle se retrouve à la Jerusalem Academy of Music, puis sur les scènes de l'opéra israélien, la Scala de Milan et le Berlin State Opera. Et malgré ce CV très impressionnant, Enas Masalha est loin d'agir comme une diva. Être cantatrice israélienne, arabe et musulmane, pour Enas Masalha, ce n'est pas toute une histoire.
Il est grand temps que le monde cesse d'être surpris de voir une femme arabe, musulmane, avec l'esprit ouvert et moderne, capable de voir les choses autrement. Comme dans la société israélienne, il y a des gens différents, des religieux modernes, des moins religieux. On retrouve ça dans la communauté arabe aussi. Ses choix professionnels et son désir de connaître des cultures différentes lui ont été inspirés par sa famille. Son grand-père lui a transmis sa sagesse et c'est ce qui a forgé sa personnalité. Un jour, mon grand-père a dit à mon père, « Ahmad, va voir le monde. Apprends leur religion et leur culture. Tu auras moins peur d'eux et tu les détesteras moins. » Avec cette belle leçon en tête, Enas Massala espère que son succès puisse inspirer un futur meilleur pour les Israéliens de toutes origines, en réalisant que grâce à la musique, ils ont déjà trouvé un terrain d'entente. Pascal Bruckner, on croit souvent que vous êtes juif, vous défendez souvent Israël, vous êtes ici en Israël pour un colloque. Quand vous voyez ce portrait de Enas Massala, vous, le philosophe, est-ce que vous auriez une solution, c'est une question un peu globale j'avoue, solution philosophique pour les conflits? Non, j'en ai aucune. Écoutez, je pense que la paix se prépare. C'est pas un chant qui va instaurer la paix, mais elle se prépare notamment par des échanges, par des chansons, par des concerts. Mais ce qui fait une paix, c'est un traité et le temps qui, lui, guérit les blessures et apaise les rancœurs. Comme c'est bien dit. Un autre sujet sur lequel on voudrait vous faire réagir, c'est la technologie. Je vous propose ce reportage aux États-Unis. Dès 2014, l'enseignement des écritures en lettres attachées sera optionnel dans 45 États américains. L'informatique est obligatoire là-bas. Sandy Fortis est allée voir ça de plus près. On regarde le sujet et vous réagissez après. Come on. Privilégier l'enseignement de la technologie à l'enseignement de l'écriture manuelle, c'est ce que prône cette directrice d'école primaire. Tout le monde s'est tapé au clavier. L'écriture cursive peut être considérée comme un art perdu qui ne serait plus nécessaire. Les enfants naissent dans un monde de technologie, ils baignent dedans. Nous voulons nous assurer que la technologie soit adaptée pour leur apprentissage. Tablettes, écouteurs, ordinateurs, voici donc désormais le quotidien de ces tout jeunes élèves. Dans cette école de Los Angeles, comme partout aux États-Unis, l'enseignement de l'informatique est au programme. Une discipline en passe de faire disparaître l'apprentissage de l'écriture en cursive. Cette perspective effraie certains instituteurs opposés à cette réforme. Même si l'écriture à la main continuera d'être enseignée, elle ne sera qu'optionnelle. Nous nous sommes rendus compte que ça les motivait, qu'ils voulaient venir à l'école parce qu'ils adorent la technologie. Les jeunes risquent donc de ne plus savoir écrire manuellement. Et pire encore, ils pourraient avoir du mal à déchiffrer des documents anciens. Alors, doit-on dire au revoir à nos stylos? La technologie va-t-elle faire disparaître une des institutions les plus vieilles au monde? Une vision de l'avenir qui fait peur. Pascal Bruckner, très vite, avant de terminer l'émission, plus on progresse, plus on régresse? Oui, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir là des analphabètes technologiques et le fait qu'on ait des nouveaux instruments ne doit pas périmer les anciens. Et imaginons une grande panne d'électricité, tout d'un coup, des millions d'enfants se retrouveront sans pouvoir même communiquer entre eux en écrivant leur nom sur un bout de papier. Donc je pense que c'est une aberration liée à un culte un peu bête du progrès. Ma dernière question, Pascal Bruckner, vous avez écrit plus de 20 livres, vous êtes en train d'écrire votre dernier roman, il est consacré à votre père, dont le passé était particulier, vous nous en parlez? Oui, j'ai un père qui était un sympathisant national-socialiste et qui a fait de moi... nazi. Voilà, et qui a fait de moi, par une dialectique inattendue, un intellectuel que tout le monde croit juif. Même quand je dis que je ne le suis pas, on me dit mais il n'y a pas de problème, on respecte votre choix. Et c'est ce parcours de l'Autriche à Paris que je retrace dans ce livre qui devrait paraître l'année prochaine et qui va s'appeler Un bon fils. Vous êtes un bon fils, mais votre père est mort il y a un peu plus d'1 an. Vous avez discuté avec lui, il connaissait vos engagements. Comment on fait pour gérer une relation avec un père qui a ses sympathies nazies? Elles se sont atténuées au milieu de sa vie pour reprendre à la fin. Vous savez, la vieillesse, c'est toujours le triomphe de l'aigreur et des mauvais sentiments, mais on se disputait énormément et puis on ne s'est pas vu pendant très longtemps, ce qui a permis de ne pas avoir à confronter les opinions.
Mais c'est vrai que c'est difficile de s'occuper d'un vieux monsieur qui éructe toute la journée des slogans antisémites, parce que c'est là où on voit que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une passion. Et c'est une passion qui, pour certains, structure leur vie de la naissance à la mort. Et votre père, vous lui disiez quoi à la fin ? À la fin, j'en pouvais plus. On parlait plus de ça. On évitait les sujets qui fâchent et on essayait. Je lui apportais des romans policiers, des livres de littérature. Et j'essayais de le sauver de la maladie qui progressait. Mais bon, on s'aperçoit là qu'il y a vraiment deux mondes qui ne peuvent pas communiquer, parce que tous les arguments en faveur d'une extinction de son antisémitisme ne faisaient que l'alimenter. Et donc, pour moi, c'est un mécanisme intellectuel intéressant. Plus on sait de choses sur une phobie donnée, plus au contraire on la nourrit. Et donc là, la raison est impuissante. Et le sentiment et la haine, au contraire, triomphent. Et je pense que c'est aussi la chose qui l'a porté jusqu'au bout. Merci Pascal Bruckner pour cette révélation. Merci d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur i24 News. Merci.